Alors, on va activer la caméra. Hop. Bonjour à tous. Il est 13h01. On va donc commencer ce webinaire. C'est le deuxième webinaire du Centre régional en antibiothérapie. Cette fois-ci, on s'apporte sur les fluoroquinolones et puis sur leur place en soins primaires et puis les dernières actualités. Pour faire ce webinaire, on a la chance que le docteur Christine Lebeller du Centre régional de pharmacovigilance de l'HEGP soit parmi nous. Et on aura aussi le docteur Laforie qui nous rejoindra pour répondre à la question, qui est infectiologue à l'hôpital Saint-Louis. Hors de consultation. Et on sait bien que les consultations ne finissent jamais à l'heure prévue. Moi, je suis Louise Nuc, je suis médecin généraliste. Je suis dans mon cabinet avant d'une partie de la semaine et puis l'autre partie de la semaine au centre régional en antibiothérapie. Et donc, je suis accompagnée de Bastien. Voilà. Bastien, qui suit infectiologue au Centre régional en antibiothérapie et un petit peu aussi d'activité à l'hôpital Bichat. Nous aurons aussi parmi nous Florence, qui est pharmacienne au Centre régional, et Marianne Boulouir, infectiologue et responsable du Centre régional en antibiothérapie. Donc, en attendant les derniers participants, juste pour vous rappeler, ceux qui n'ont pas suivi le premier webinaire, du coup, le Centre régional en antibiothérapie, on est une structure publique domiciliée là, à l'hôpital Saint-Louis, mais régionale et pour tous les établissements de santé et les professionnels de santé en ville pour la promotion et l'aide au déploiement d'outils pour le bon usage des antibiotiques. Donc, principalement destinés aux professionnels de ville, les médecins généralistes, mais aussi les dentistes, les pharmaciens, les laboratoires de ville. Les médecins coordonnateurs Voilà. d'EHPAD. Voilà. Pour le webinaire, vous avez la possibilité normalement de poser des questions. Je vais vérifier que normalement tout le monde a bien le droit de poser des questions. Est-ce que quelqu'un peut peut-être faire un test? Florence, tu peux peut-être juste ouvrir le fil de discussion. On vérifie comme ça que c'est bien actif. Donc, vous n'hésitez pas à nous poser les questions tout au long du webinaire. Soit si on peut y répondre en direct, on le fera. Sinon, on répondra à toutes les questions à la fin. Mais en tout cas, n'hésitez pas. Euh, voilà. Tout le monde voit les questions? Ouais, super. Ok, et ben écoutez, je pense qu'on est parti. Là, il y a presque de plus en plus de gens connectés, donc on va pouvoir attaquer. On va se baser sur deux cas cliniques qui sont issus de choses que j'ai vues au cabinet, donc des vrais cas cliniques de la vraie vie. Et puis, on va essayer de discuter autour. On va mettre aussi en place des petits sondages. Vous allez voir apparaître sur votre écran un petit sondage, c'est comme des petits quiz. En fait, c'est pour vous faire participer et puis pour qu'on puisse discuter un peu. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. En fait, l'idée, c'est vraiment de discuter autour de ces cas cliniques. Donc, le premier cas clinique, c'est le cas d'un jeune homme, Monsieur B, qui rentre d'un voyage en Thaïlande. Il était dans un truc hôtel-club très classique. Et là-bas, il a présenté des diarrhées. Le médecin qu'il avait vu avant de partir lui avait prescrit un antibiotique au cas où, en cas de diarrhée, lui avait-il dit. Et donc, ciprofloxacine, 500 mg, un comprimé matin et soir pendant 3 jours. Donc, il vient vous voir parce qu'il est inquiet, parce qu'on lui avait dit que ça pouvait être grave d'attraper une bactérie dans un pays tropical. Donc, il voulait avoir votre avis sur ce qu'il avait eu, savoir s'il devait prolonger le traitement, parce qu'il s'est dit 3 jours d'antibio, c'est quand même court, en général, c'est une semaine, et puis s'il devait faire des examens, sachant que les diarrhées se sont améliorées en moins de 24 heures, qu'il n'a pas eu de fièvre, qu'elles n'étaient pas glérosanglantes. Qu'est-ce que vous pensez de cette prescription anticipée de ciprofloxacine pour ce jeune homme? Donc, je vous lance un petit sondage que vous devez voir apparaître. Donc voilà, on a mis est-ce qu'elle vous semble justifiée? Est-ce que vous auriez fait la même chose? Est-ce que vous auriez plutôt mis de l'azithromycine? Ou est-ce que une antibiothérapie pour un voyage en zone tropicale, c'est pas, ça vous semble pas forcément adapté, sachant qu'il peut y avoir plusieurs bonnes réponses. Donc, alors, on attend deux minutes que. 14, 15, 18 à avoir répondu. Hop, là. Bon, des réponses. Je crois qu'il y a des gens connectés et en plus participants. C'est 75% qui ont participé. On laisse encore. Ah oui, et puis il y a des gens qui arrivent en cours de route. Donc, ok, bah écoutez, je pense que là, on est à presque 90% de participation. On va mettre fin au sondage et puis regarder les réponses ensemble.
Donc, la plupart d'entre vous pensent que dans ce type de voyage, l'antibiothérapie n'était pas forcément justifiée. Et voilà, que une partie aussi aurait plutôt mis de l'azithromycine plutôt que de la ciprofloxacine en cas de prescription anticipée. Donc, on va demander la réponse à Bastien. Alors, tout d'abord, on espère que vous êtes un échantillon très représentatif de ce qui se fait, parce que c'est pas forcément l'écho qu'on a et les prescriptions anticipées qui se faisaient il y a 20 ans. C'est vrai qu'on a l'impression que ça continue, malgré finalement maintenant les nouvelles recommandations des sociétés savantes qui demandent en fait de les réduire. Donc la question est quand prescrire un antibiotique déjà pour une diarrhée, comment et pourquoi on est amené des fois à réduire cette prescription. Quand on a appris lors de nos études de médecine les deux grands types de syndromes pour les diarrhées, le cholériforme, c'est-à-dire les diarrhées liquidiennes et généralement sans fièvre. Donc ça, c'est généralement lié à des virus. Alors clairement, en France, c'est le cas, mais aussi sous les tropiques, ou à des bactéries qui sécrètent des toxines, mais c'est vraiment la toxine qui produit la diarrhée. Et donc, il n'y a pas besoin d'agir, on va dire, sur la bactérie. Euh, Ça, dans ces cas-là, qui dit virus dit des antibiotiques, c'est pas automatique et même c'est pas du tout justifié. Donc, pas d'antibiothérapie quand c'est des diarrhées liquidiennes sans fièvre. Dans le syndrome dysentérique, à l'opposé, celle qui est ressemblante, douleur abdominale, fièvre. Là, on peut suspecter, surtout en retour des tropiques, des choses comme des Escherichia coli entéro-hémorragiques ou entéro-invasifs, des shigelloses. Ça peut se retrouver aussi pour certaines bactéries dans le contexte de toxi-infection alimentaire commune. Et là, l'antibiothérapie devient justifiée, mais ces cas sont finalement assez rares. Maintenant, ce qui apparaît dans les livres, c'est certaines espèces de syndromes mixtes qui pour tenir quand même comme finalement assez rare, c'est-à-dire un peu de fièvre, mais des diarrhées sans sang. Et dans ces cas-là, c'est la plupart du temps viral, pas d'antibiotiques. Après, on garde dans un coin de sa tête que de temps en temps, il peut y avoir une vraie bactérie pathogène. Et donc, si vraiment c'est très sévère avec de la fièvre très mal tolérée, persistante, ou le terrain est immunodéprimé à risque, ça peut se poser la question. Donc déjà, poser la question de quand est-ce qu'on prescrit ou pas un antibio devant un patient malade. Après, est-ce qu'on doit le prescrire de manière anticipée et pourquoi ça devient compliqué de le prescrire de manière anticipée? Ah, je passe là-dessus. D'une part il faut faire le pari sur le bon pathogène. Ce que vous voyez sur les cartes à droite, c'est là l'Escherichia coli et ses résistantes, notamment au C3G sur la première carte et au fluoroquinolone sur la seconde. Vous voyez que en France, en Europe, on est dans une situation encore stable, correcte à 10-20% de résistance, que si vous allez en Asie ou en Afrique, là, vous obtenez des taux de résistance supérieurs à 50%. C'est-à-dire que combien même le patient a une diarrhée glérosanglante, vous avez quand même des fois une chance sur deux de passer à côté avec votre prescription anticipée. Dernière chose, là, c'est aussi une carte chez le voyageur. Vous voyez que quand on regarde un peu s'il est colonisé avec une bactérie résistante au retour du voyage, il y a aussi des forts taux de résistance. Donc, même dans les conditions de vie de voyage, on a des chances d'être soumis à cette résistance bactérienne. Hop, on accueille juste le docteur Lafourie qui nous va rejoindre. Donc, on écarte juste un petit peu peut-être la caméra. Désolé. Voilà. Bonjour, excusez-moi, je suis en retard. Bonjour. Et donc, quoi retenir? Éviter maintenant les prescriptions d'antibiotiques pour les voyageurs anticipés, non seulement parce que sur place, c'est quand même souvent mieux après de consulter et de faire des prélèvements, de voir si c'est bien indiqué, de choisir le bon antibiotique. Et peut les garder et les discuter encore bah, pour le voyage vraiment du voyageur qui va être isolé et de manière prolongée, loin du système de santé, sur différents terrains, où le patient immunodéprimé, mais ça ne concernait pas notre patient. Si prescription anticipée, des consignes claires et écrites, euh, c'est pour des selles ressemblantes plus de 24 heures, sachant qu'il faut s'attendre à ce que le patient, des fois, s'automédique un peu plus que ce que vous avez prescrit. Et pour des raisons écologiques, plutôt privilégier maintenant l'azithromycine à la ciprofloxacine, même si les deux prennent encore dans les recommandations. Hop. Donc, votre patient, vous le rassurez, vous lui dites que ce qu'il a eu, bah, c'était probablement viral, que
l'antibio n'était pas forcément justifié. Voilà, vous en reparlez peut-être pour un autre voyage. Il est très rassuré, vous ne lui faites pas d'examen complémentaire, mais il vous indique qu'il pratique le triathlon et que justement ce week-end, enfin, le week-end prochain, il a une course et qu'il a lu sur la notice qu'il y avait des possibles tendinopathies au fluoroquinolone. Qu'est-ce que vous lui préconisez? Et donc, je vous relance un petit sondage. Pardon. Hop, tac, hop. Donc, voilà. Est-ce que pour vous, il n'y a aucun sur-risque qui peut faire son triathlon sans s'inquiéter? Est-ce que, au contraire, il y a une contre-indication formelle à l'activité physique? Ou est-ce que vous dites qu'à 10 jours de l'arrêt des fluoroquinolones chez un jeune homme jeune, en bonne santé et sportif, on est quand même pas forcément dans un risque très important? Donc, on vous laisse voter. On est à presque 50%. Sachant que voilà, on va le voir par la suite, mais il n'y a pas forcément une seule réponse et c'est toujours très compliqué sur ce genre de questions. Voilà, l'idée, c'est de vous donner aujourd'hui des chiffres pour que vous puissiez vous-même, avec le patient, évaluer le rapport bénéfice-risque de maintenir ce triathlon. Donc, on va peut-être attendre jusqu'à 80% de participation. Voilà, il y en a encore qui votent. Bon, je vous laisse finir de voter. Comme ça. Mais c'est super parce qu'on a plein, enfin, voilà, les réponses sont partagées, je vous les partage. Donc voilà, la plupart d'entre vous pensent qu'il y a peu de risques à 10 jours de l'arrêt. Une partie, quand même, un tiers, disent que vraiment, faut pas faire d'activité physique. On va essayer de voir si oui et dans combien de temps est-ce que ça augmente vraiment le risque. Et puis, une partie aussi pense qu'il n'y a pas forcément de sur-risque. Et donc, je vais laisser la parole au docteur Lebeller Cette question pour cette difficile. question très difficile. Je vous laisse prendre voilà, c'est Bonjour à tous. Donc, moi, je vous fais un petit point sur les tendinopathies au fluoroquinolone. Donc, après un premier cas publié en 1983, l'alerte initiale vient d'une enquête française de pharmacovigilance datant de 1994. Donc, cette information est présente dans les monographies depuis 1995. Donc, ça prédomine quand même, comme les autres tendinites, hein, sur le tendon d'Achille. Ça peut être des tendinites ou des ruptures de tendons. Les délais d'apparition sont très variables hein, dans le rapport de 2018 de l'Agence européenne. Hein, ça va de quelques heures à plusieurs mois, 6 mois après l'arrêt du traitement. Il y a même un cas publié à 18 mois. Mais les données épidémiologiques, enfin, les études épidémiologiques retrouvent quand même un risque maximal durant le premier mois de traitement. Donc, il s'agit d'une toxicité dépendante du niveau d'exposition. C'est illustré à droite. Je n'ai pas accès à la petite flèche, moi, mais c'est illustré à droite avec des photos, enfin, au microscope de tendons de rat, où vous voyez des vacuoles qui se forment davantage dans le tissu de soutien à 100 mg kg qu'à 30 mg kg. Alors, les mécanismes évoqués, c'est la formation de radicaux libres, une toxicité mitochondriale et un rôle des métalloprotéinases hein, pour les plus fréquents. Mais en tout cas, c'est responsable d'une atteinte du collagène. On le verra dans d'autres effets indésirables plus tard. Les facteurs de risque bien documentés, c'est l'âge de plus de 60 ans et la corticothérapie. Ensuite, il y a l'insuffisance rénale, les transplantés et l'activité sportive, parce que le sport en lui-même constitue en fait le premier facteur de risque de tendinite en fonction des. C'est assez fréquent dans la population générale, hein, les tendinites, en fonction du sport, de l'impact sur le sol, etc., et de l'intensité. L'évolution, elle est normalement favorable, alors lentement, hein, parce qu'on parle de tendinite, hein, donc c'est quand même des pathologies un peu insidieuses, latentes. Mais il y a quand même des symptômes persistants, des séquelles dans 10% des cas. Au niveau fréquence, en fait, ou enfin, ampleur du risque, donc on dispose d'une méta-analyse en 2019 qui retrouve en fait sur 15 études avec des fenêtres de temps un peu différentes, mais il y a la majorité des études qui portent sur 30 jours après le traitement, qui retrouvent un risque multiplié par 4 pour les tendinites après une exposition au fluoroquinolone et un risque de rupture du tendon d'Achille multiplié par 2,5, vous voyez. Et ensuite, j'ai une autre, parce qu'en fait, comme il s'agit d'effets indésirables
essais cliniques, on n'a pas d'incidence claire, ce n'est pas comme lors d'essais cliniques. Donc, on a aussi cette étude de 2019 au Royaume-Uni. Donc, c'est une étude de cohorte cette fois, où ils ont en fait étudié près de 4000 ruptures du tendon non traumatiques c'était principalement du tendon d'Achille, mais aussi du tendon du biceps. Et on voit que par rapport sur les premières lignes, vous avez tous les patients. Donc, chez les patients non exposés, on a une incidence en fait de tendinite de 4,38 pour 10 000 patients année. Et on voit que l'utilisation en cours, alors le current utilisation, c'est en fait dans les 30 jours précédents, multiplie par 2 le risque, puisque on passe à 8,11, ce qui correspond à un excès de cas de 4 pour 10 000 patients année. Si on passe maintenant à la ligne en dessous, donc pour le sous-groupe des patients de plus de 60 ans, ils ont un risque de base de 6,6 pour 10 000 patients année, qui est multiplié encore par 2 lorsqu'ils utilisent dans les 30 jours, ils ont utilisé dans les 30 jours une fluoroquinolone, ce qui correspond à un excès de risque de 7 cas pour 10 000 patients. Et si on prend les patients qui sont exposés aux corticoïdes, là, le risque, vous voyez, c'est encore en dessous. On passe de 9 à 30 pour 10 000 patients année, donc on multiplie le risque par 3. Et c'est un excès de risque de 21 cas pour 10 000 patients année. Donc, on retrouve bien ces facteurs de risque qu'on avait déjà mis en évidence en 1994, l'âge et la corticothérapie associée. Et on a une question à laquelle on va peut-être répondre en direct du docteur Bouzebra, qui nous demande si c'est plutôt durée ou dose dépendant. Est-ce qu'on a une donnée là-dessus? Alors, alors, dose dépendant, enfin, en tout cas, chez l'animal, c'est sûr que c'est dose dépendant. Après, durée, on a des cas qui surviennent. Enfin, en 1994, on avait encore, quand on a mis en évidence le risque, on avait encore la monodose de péfloxacine pour la cystite chez la femme. Et on avait, rien qu'à une seule dose, on avait déjà des tendinites. Donc, je ne suis pas sûre que la durée soit vraiment euh, bien documenté, mais je pense que ça peut être aussi cumulatif, puisque si c'est une atteinte mitochondriale, ça doit pouvoir être aussi lié à la durée. Je complète juste, il y a probablement aussi un facteur lié au type de fluoroquinolone, et vous l'avez cité, c'est que la péfloxacine était, puisqu'on n'utilise plus maintenant, une fluoroquinolone qui était particulièrement pourvoyeuse de cet effet indésirable plus que les autres quinolones. C'est un effet classe, donc toutes les quinolones peuvent le donner, mais il se trouve que la péfloxacine avait été de la fluoroquinolone qui intrinsèquement était plus pourvoyeuse encore de tendinopathie que les autres fluoroquinolones. Ok. Je vous passe votre deuxième diapo. Ah ben non, Ok, très bien. Bah, écoutez, je pense qu'on va passer au deuxième cas clinique. Merci beaucoup. Donc là, on change complètement de type de patient. Donc, c'est une patiente de 88 ans qui est en EHPAD. Vous êtes médecin coordonnateur d'EHPAD. Elle n'a pas d'antécédent, elle a juste de gros troubles cognitifs, ce qui fait qu'elle est institutionnalisée. Et elle est fébrile depuis 24 heures. Elle présente des brûlures urinaires depuis quelques jours. Et puis, quand vous l'examinez, il y a une vraie douleur à l'ébranlement de la fosse lombaire droite. Son médecin traitant est passé ce matin. Il lui a prescrit du ciprofloxacine 500 mg matin et soir, à débuter après réalisation de l'ETBU. Et donc là, on vous demande encore une fois ce que vous en pensez. Donc, je vous lance le petit sondage. Donc, est-ce que vous auriez également traité d'emblée ou est-ce que vous auriez attendu les résultats de l'ECBU? Est-ce que vous auriez fait strictement la même chose, traitement d'emblée plus ciprofloxacine? Vous auriez peut-être choisi une autre molécule ou en tout cas, vous ne savez pas ce que vous auriez fait, mais cette prescription, elle vous semble tout à fait conforme aux recommandations. On vous laisse quelques secondes pour répondre. 53%. Il peut y avoir plusieurs réponses, hein, ça peut être du choix multiple. Euh, alors, donc,
On est à 75%. On va, je pense, regarder les résultats. Donc, la plupart d'entre vous auraient prescrit une autre molécule. Il y en a quand même 20% qui auraient traité d'emblée. Il y en a 30% qui auraient attendu les résultats de l'ECBU. Et puis, 6% qui auraient fait strictement la même chose. Cette prescription, elle est conforme aux recommandations pour l'un d'entre vous. Après, on n'est pas obligé de connaître les recos sur le bout des doigts. Et vous aviez peut-être pas le temps d'aller sur antibiotiques. Donc, je vais laisser Bastien répondre à cette question et nous dire ce qu'il pense de cette prescription. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est de voir alors, le traitement d'emblée ou pas. Là, on était dans le cas d'une patiente fragile qui a des douleurs lombaires, des fonctionnels urinaires et de la fièvre. Donc, on se fait plutôt le diagnostic quand même d'une pyélonéphrite, en plus sur un terrain à risque de complications. Autant la cystite aiguë, on peut différer le traitement et c'est même recommandé quand elle est à risque de complications, on verra tout à l'heure, pour mettre directement la molécule la plus adaptée. Autant la pyélonéphrite, qui plus est chez un patient fragile, on comprend en tout cas l'attitude de vouloir traiter d'emblée, enfin, juste après le prélèvement de l'ECBU. Sur l'autre molécule, c'est une question compliquée. On verra ensemble. Les recommandations permettent deux molécules. Je ne sais pas à laquelle vous pensiez, mais la ceftriaxone peut être clairement indiquée aussi dans ces cas-là. Et on va en reparler après de l'avantage, inconvénient de chaque alternative. Et finalement, vous êtes très peu à avoir répondu que ça correspond aux recommandations. Mais prescrire de la fluoroquinolone dans le cadre d'une pyélonéphrite non documentée, enfin probabiliste, reste en tout cas dans les quelques indications de fluoroquinolone en ville qui peut rester légitime. Donc voilà, tout le monde avait plus ou moins raison. Et donc, qu'est-ce qui vous semble important dans ce cas de vérifier le médecin traitant avant la prescription? Donc, on vous a mis cinq choses. Alors, peut-être mettre celui ou en tout cas les deux choses qui vous semblent le plus importantes. Est-ce que c'est la prise de fluoroquinolone dans les 6 derniers mois, l'antécédent de tendinopathie chez cette patiente, l'électro, sa fonction rénale ou les interactions médicamenteuses? On vous laisse nous dire ce qui vous semble le plus important, sachant qu'après, voilà, il y a aussi ce qu'on arrive à faire dans la vraie vie. Qu'est-ce que vous feriez au cabinet? Ah ben, c'est à l'EHPAD. Allez, ah, vous êtes allé. Ok. Enfin, quoique, il y a peut-être Allez, que on va pêcher c'est peut-être. sorti. Euh, hop. Allez, je pense que tout le monde a répondu à peu près. Donc, Alors, on est assez ravis parce que vous vérifiez plein de choses. Alors après, je suis pas sûr que dans la vie réelle, vous puissiez autant vérifier tout, mais on a quelque part que des réponses justes d'interaction ou d'effets indésirables à rechercher. Après, à discuter dans la vraie vie, la prise de fluoroquinolone dans les 6 derniers mois, on le verra sur notre diapo, clairement à rechercher pour le risque d'avoir une bactérie en fait résistante au fluoroquinolone. Le reste, on espère en fait que vous soyez médecin traitant du patient et que vous le connaissiez. Donc là, à 88 ans, vérifier la fonction rénale, c'est bien. Après, ça ne veut pas dire qu'il y a une indication à faire une prise de sang de créate juste avant, mais regardez dans le dossier, dans la dernière année, s'il y a de l'insuffisance rénale ou pas. Oui, l'ECG, certaines fluoroquinolones prescrites sur du long terme, on peut s'inquiéter d'allongement du QT. Après, voilà, c'est plutôt regarder les antécédents, si il y a déjà des troubles connus ou pas. Ça ne veut pas dire que vous allez commencer à faire des ECG à tous les patients que vous mettez sous fluoroquinolone. parfait. Donc, avec votre ciprofloxacine, Madame D va beaucoup mieux. En 24 heures, elle a plus de fièvre. Mais 48 heures après le début du traitement, elle présente une majoration de ses troubles cognitifs et elle chute à 2 reprises. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, on ne vous a pas fait un quatrième quiz. On s'est dit que ça ferait beaucoup. Donc, je vais laisser Bastien répondre sur cet effet secondaire possible. Bon, bah dire qu'il y a probablement un effet indésirable. En tout cas, c'est des effets décrits des fluoroquinolones. Et Christine reviendra dessus. Et peut être plus que conseillé, c'est dans ces cas-là, devant cet effet secondaire, arrêter la cipro et trouver une molécule de choix en relais.
Donc, la ceftriaxone, en tout cas, on attend de l'antibiogramme et l'autre alternative qui peut être conseillée. Donc, on va laisser le docteur Lebelleur faire un petit point sur les confusions et les chutes chez les patients âgés suite au fluoroquinolone. Donc, les effets neuropsychiatriques font partie des effets décrits avec les fluoroquinolones, hein. J'ai retrouvé un article de 2006 où 590 cas d'effets indésirables psychiatriques avaient été analysés, enfin, qui avaient été déclarés au Centre régional de pharmacovigilance entre 1985 et 2002. Et avait été analysé. Donc, on retrouvait un peu plus de femmes que d'hommes, plutôt des personnes âgées, hein, puisqu'on a quand même un âge médian de 70 ans, avec une prédominance des confusions. Ça représentait la moitié des cas rapportés. Mais on a aussi, vous voyez, des hallucinations, agitation, délire, insomnie, etc. Il y avait quand même un cinquième des cas qui était grave, qui entraînait soit une hospitalisation, soit prolonger une hospitalisation. Ça fait partie des critères de gravité en pharmacovigilance. Et puis, l'évolution était favorable dans la grande majorité des cas, donc 88,5%, et je crois qu'il y avait 10% dont l'évolution était encore en cours au moment de l'analyse. Donc, voilà. Et il y a eu un seul décès attribué, si je me souviens bien, c'était un cas de suicide qui a été attribué puisqu'on parlait des effets neuropsychiatriques qui avaient été attribués, enfin, pour lequel on n'avait pas pu exclure le rôle de la fluoroquinolone. Et j'ai noté 5 cas de récidive lors de la réintroduction de la fluoroquinolone. Vous savez, nous, en pharmacovigilance, on aime bien, enfin, pour nous, ça signe le rôle du médicament. Donc, c'est pour ça que je l'ai indiqué. Merci. Merci beaucoup. Et donc, le CBU de Madame B revient, il est positif à Eucodi, et donc voici son antibiogramme, c'est plutôt un antibiogramme sensible. Et donc, je laisse Bastien nous parler, ou Voilà, Mathieu nous là, parler vous avez un Escherichia coli sauvage. Donc, ce qui est intéressant, c'est que de temps en temps, quand tout est R et vous avez un seul S, bah, ça vous guide. Mais quand c'est sauvage, il faut aussi s'intéresser à qu'est-ce qu'on met en priorité. On va dérouler un peu les recommandations pour vous montrer, surtout l'idée à retenir, c'est qu'il y a des alternatives autres que les fluoroquinolones. Là, dans le cadre d'une pyélonéphrite, vous voyez ampicilline, qui est comme l'amoxicilline, qui est insensible, ça serait la première molécule, en tout cas dans l'ordre à conseiller. Donc, en ville, la place des fluoroquinolones. On verra les autres places, mais commençons par les infections urinaires qui vont être vraiment l'infection type où ça conserve une place en ville. On va vous dérouler entre les cystites, les pyélos et les infections urinaires masculines. Sachez que le plus simple pour se dérouler dans ces recommandations, c'est d'utiliser aussi l'application antibiocrique qui va vous aider à chercher entre ces différentes pathologies, s'il y a des facteurs de risque, de l'insuffisance rénale, si c'est une femme enceinte, et qui va comme ça vous proposer ce qui est en première, seconde ou troisième intention. Mathieu, tu veux ou comme Non, je peux juste ajouter pour la place des quinolones dans les traitements des infections urinaires, je pense qu'on peut vraiment retenir que pour les cystites, il y a 0 place. On a tout ce qu'il faut pour traiter des cystites. Donc, on ne doit pas utiliser de quinolone, je crois, dans ce cadre-là. Donc, évidemment, ça évite les effets indésirables écologiques qu'on va revoir après et les effets indésirables pour le patient. Donc, je pense que enfin, clairement, pour la cystite, il faut se dire pas de quinolone. C'est voilà. facile de le faire parce qu'on a plein d'alternatives, plein de traitements proposés qu'on doit pouvoir utiliser chez tout type de patients, y compris allergiques aux pénicillines, parce que vous avez en particulier la phosphomycine pour les cystites simples. Vous avez la furadentine pour les cystites à risque de complications, qui ne pose pas de problème en termes d'utilisation pour un traitement de quelques jours en termes de toxicité. Dès lors qu'on est sur les infections urinaires avec de la fièvre, donc atteinte tissulaire, soit rénale, soit la prostate, là, aujourd'hui encore, les quinolones ont une place assez importante, au moins en termes de traitement probabiliste, puisque on a 2 traitements proposés qui sont soit les céphalosporines de 3e génération par voie parentérale, donc c'est pour ça qu'en ville, clairement, c'est la ceftriaxone avec une dose par jour qu'on peut utiliser, soit les quinolones en l'absence évidemment de prise dans les 6 mois de ce traitement-là ou de contre-indication. Euh, et donc, vous avez vu que chez une personne âgée, qui est le cas clinique, il y a d'une part un risque d'effet indésirable assez important
qui doit faire éviter d'utiliser les quinolones dans ce cadre-là, avec la confusion, l'âge, le risque de tendinopathie, qui sont quand même des risques importants. Et une rupture tendineuse ou une tendinopathie chez une personne âgée, ça peut avoir des implications, des conséquences aussi qui sont très délétères. Donc c'est vrai que si on peut, c'est peut-être moins simple, mais la ceftriaxone est peut-être plus facile pas plus facile, mais à mettre en avant par rapport au quinolone chez une personne âgée. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à la place des quinolones dans le traitement de ces infections. Et pareil, et en relais, vous allez avoir l'Amox, vous allez avoir le Bactrim, et en effet aussi des quinolones en relais, mais avec régulièrement d'autres alternatives que les quinolones selon l'antibiogramme. Pour les prostatites, au final, c'est le même combat que pour la pyélo. Voilà. Il y a les deux alternatives que les recommandations permettent. Et en relais, là encore, le Bactrim qui a une place de choix qui, dans les recommandations, apparaît pas forcément au-dessus des fluoroquinolones pour surtout des histoires de plus faibles données dans les études, mais qui est une molécule en tout cas qui diffuse très bien dans la prostate et qu'en infectiologie, on apprécie beaucoup, en tout cas pour les infections urinaires. Dans les autres indications, là, cette slide, le but, c'est pas de discuter de chaque indication et de vous embrouiller avec, mais c'est de regarder que déjà, vous avez pas mal d'indications là en orange qui montrent en fait que les fluoroquinolones ne sont jamais en première intention. Dans les infections gastro-intestinales, les pneumopathies aiguës, où en effet, ça peut être bien sur la légionnelle, mais en plus, même les macrolides vont bien marcher dessus, donc on n'est pas dans les premières indications. Et dans les BPCO ou les sinusites, c'est vraiment après échec des premières lignes. Donc, généralement, voilà, après même documentation, et on n'est vraiment pas dans ce cadre en ville, on peut, entre guillemets, essayer d'oublier un peu les fluoroquinolones pour ces pathologies en ville. La vraie belle indication aussi des fluoroquinolones, sinon c'est les infections osteoarticulaires où on aime beaucoup ça. Quand c'est documenté et que c'est sensible, la seule chose c'est que c'est des infections complexes avec des biopsies osseuses qui vont être prises en charge à l'hôpital initialement. Et donc souvent le choix de cette antibiothérapie va débuter à l'hôpital, même si vous pouvez après avoir des patients en ville qui continuent ces antibiothérapies. Pourquoi limiter la place des fluoroquinolones pour leurs effets secondaires? On en a vu certains, on va en revoir d'autres, mais aussi pour leurs impacts sur le microbiote et en gros sur la résistance bactérienne. Il y a pas mal d'études qui se sont amusées à le chercher, à le démontrer. Ici, une étude francilienne qui a été faite par l'équipe de l'hôpital Beaujon. Globalement, donner à des volontaires sains de la ciprofloxacine pendant 14 jours et vous regardez ce qui se passe dans le microbiote. À l'état initial, il y a quelques bactéries fortement résistantes ou modérément résistantes au fluoroquinolone. Bon, ça les détruit un peu sous fluoroquinolone initialement, mais on voit que dès l'arrêt, au final, ça a fait une pression de sélection ça en a sélectionné avec une émergence de résistance chez 30% des volontaires. Autre façon de voir ce surrisque des fluoroquinolones sur les résistances, quand on pose la question à un patient, est-ce qu'il a pris des fluoroquinolones dans les 6 derniers mois et on regarde si son infection urinaire était résistante ou pas au fluoroquinolone, on voit que quand il n'en a pas pris, il y a moins de chances de résistance que quand il en a pris. C'est flagrant. Ces données datent de 2012, donc malheureusement maintenant, à la fois autant la case du non que du oui, les deux ont augmenté, mais en tout cas, la différence est toujours là du sur-risque quand on a pris des fluoroquinolones dans les 6 derniers mois. Autre chose à savoir, les souches en fait qui vont porter une résistance aux bactéries ont une histoire. Et dans leur histoire, en fait, elles ont souvent appartenu à certains patients qui ont été confrontés à d'autres antibiotiques et elles se renforcent aussi en s'échangeant un peu leur matériel génétique et de mécanismes de résistance. Et donc, quand on s'intéresse par exemple aux souches d'Escherichia coli producteurs de bêta-lactamase à spectre étendu, on voit des co-résistances dans ces souches-là aux autres familles antibiotiques. Et donc, globalement, il y a souvent des souches qui peuvent porter à la fois des résistances au fluoroquinolone et en plus BLSE. Et donc, quand vous allez mettre une fluoroquinolone, ça va non seulement sélectionner des fluoroquinolones résistantes, mais en sélectionner ces souches, finalement, vous allez aussi
contribuer à l'émergence des entérobactéries BLS. Ça nous expliquer. Et donc, revoir maintenant avec Christine les autres effets pas encore évoqués, indésirables des fluoroquinolones. Donc, on a choisi de vous parler un petit peu des risques sur la paroi artérielle. Donc, il y a une première étude qui est sortie en 2015 qui a soulevé ce risque. C'était sur une base de données de santé à Taïwan qui regroupe des données de plus d'1 million de patients. Et c'est une étude cas témoin qui a cherché à comparer l'exposition à une fluoroquinolone donc chez 1477 cas de patients qui présentaient donc un anévrisme ou une dissection aortique, qui a été comparé à 10 témoins, soit 14 770 témoins qui étaient appariés sur l'âge, le sexe et la date de prise en charge. Et en fait, dans le tableau du bas, vous voyez dans la troisième colonne que pour une utilisation, alors là, l'utilisation actuelle était dans les 2 mois précédant la survenue de l'effet. Et on a le risque, cette étude montrait un risque d'anévrisme ou de dissection aortique multiplié par 2,43, donc entre 2 et 3 par rapport aux patients non exposés à une fluoroquinolone. Alors, la diapo suivante, parce que je ne peux pas bouger, je crois, moi. Ouais. Voilà, merci. Donc, en fait, il y a plusieurs études épidémiologiques qui ont été menées, des méta-analyses, où on a comparé par rapport à d'autres antibiotiques, l'amoxicilline, l'azithromycine, le Bactrim, pour voir probablement éliminer aussi le rôle de l'infection. Et on ne retient ce risque qu'avec les fluoroquinolones. Là encore, je vous ai parlé tout à l'heure du collagène pour les tendinites. Donc là, la physiopathe évoquée, c'est une atteinte du collagène de la paroi artérielle, toujours via les métalloprotéinases et des inhibiteurs de métalloprotéinases. Et en fait, in vitro, on a montré que les fluoroquinolones entraînent une diminution des inhibiteurs et l'augmentation des métalloprotéinases qui ont un rôle sur l'homéostasie en fait, du collagène. Donc, on va dégrader le collagène de la paroi artérielle et ça va entraîner une dégénérescence de la média chez des patients prédisposés. Le risque est probablement fait parce que c'est une association qui est un petit peu débattue, mais ça a été retenu quand même par l'agence européenne. Hein. Donc, c'est plutôt chez le patient âgé, des patients qui ont déjà un terrain d'anévrisme ou de dissection. Et puis, les facteurs de risque, bah, c'est les maladies du collagène, hein, comme le syndrome de Marfan ou d'Ehlers-Danlos. Et puis, tout ce qui fragilise aussi, enfin, les maladies vasculaires, ce qui fragilise la paroi artérielle. Donc, les artères de Takayasu à enfin, à cellules géantes, etc. Donc, il y a eu une lettre aussi, on a montré aussi par la suite que ça pouvait toucher les valves cardiaques avec des régurgitations. Et donc, il y a une lettre au prescripteur qui par la suite a été adressée en 2020 à ce sujet. Et après, je vous présente, je suis obligée de balayer un peu. On ne peut pas vous faire un catalogue de tous les effets indésirables liés au fluoroquinolone. Je vous rappelle juste que il y a des réactions d'hypersensibilité, donc allergique, un profil allergique comme avec un autre médicament. Hein. Mais là, ça apparaît dès les premières prises parce qu'il y a des expositions environnementales, en particulier via l'alimentation. Hein. Les poissons ont été traités souvent par fluoroquinolone, les poissons d'élevage. On peut avoir des éruptions cutanées type rash maculo-papuleux. Et puis, en lien avec la structure chimique un peu particulière des fluoroquinolones, il y a un risque de photosensibilité qui fait recommander aux patients une éviction solaire. Ensuite, comme avec la plupart des antibiotiques, vous avez les risques gastro-intestinaux. Il y a des atteintes hépatiques. Il y a eu un médicament qui a été retiré du marché, une fluoroquinolone qui a été retirée du marché pour une atteinte hépatique. Alors, les autres sont beaucoup mieux tolérés, hein, mais on peut avoir des élévations de transaminases plutôt de type, c'est plutôt des atteintes cytolytiques dans les 15 premiers jours du traitement. Il n'y a pas tellement de signes d'hypersensibilité associée ni d'auto-anticorps et l'évolution est favorable après l'arrêt en 2 à 4 semaines. Et nous, on ne pourra pas vous éliminer un risque de réaction croisée.
Ensuite, le rein, donc par exemple pour la ciprofloxacine, il y a un risque à forte dose de cristallurie, hein, notamment en cas d'urine alcaline. Et puis, on a des atteintes d'hypersensibilité type néphrite interstitielle. Et puis, on peut avoir aussi des atteintes hématologiques, mais ça, c'est classique avec tous les antibiotiques. Nous, à l'hôpital, on est interrogé souvent pour des thrombopénies ou des neutropénies. Et je n'ai pas mis cette diapo le risque aussi d'atteinte neuropathie périphérique. Concernant les interactions médicamenteuses, donc comme vous le savez, l'absorption des fluoroquinolones peut être diminuée par la formation de complexes insolubles avec les cations divalents. Mince, il y a un petit bug. Alors, est-ce que c'est nous ou est-ce que c'est le docteur Lobert? Vous, Ça coupe aussi. Produits laitiers, du sel de fer, des compléments vitaminiques avec du magnésium ou du... Vous m'entendez ou pas? Oui, oui, c'est bon, ouais. Ah bon. Parce que je vois connexion est instable, on me met moi. Donc à distance des complexes vitaminiques avec du magnésium ou du zinc. Et puis bien sûr, les pansements gastriques sont aussi à prendre à distance. Pour la ciprofloxacine en particulier, elle inhibe le cytochrome 1A2 et donc en fait, elle est déconseillée avec par exemple la gomélatine parce qu'en fait, elle augmente du coup, elle diminue son métabolisme hépatique, donc elle augmente sa concentration. Et puis, il y a des précautions avec d'autres psychotropes comme la clozapine ou la duloxétine. Et elle a la particularité aussi d'éliminer la sécrétion tubulaire du méthotrexate et donc elle peut augmenter sa toxicité. On a parlé du risque d'allongement de l'intervalle QT, donc c'est plutôt alors, c'est décrit avec toutes les quinolones, mais c'est plutôt quand même la moxifloxacine, comme vous l'a dit Bastien. Donc, il faut quand même regarder les antiarythmiques de classe 1A et 3 associés, des antidépresseurs. J'ai mis les antidépresseurs tricycliques, mais je pense aussi qu'il faut faire attention au citalopram ou l'escitalopram, les macrolides, les antipsychotiques et les autres facteurs de risque qui augmentent en fait le risque d'allongement de l'intervalle QT, comme les hypokaliémiants. Ensuite, vous m'avez demandé s'il y avait des interactions avec les antidiabétiques oraux. Alors, il n'y a pas d'interaction en tant que telle, j'entends interaction pharmacocinétique ou pharmacodynamique, mais en fait, il y a un déséquilibre généralement de la glycémie chez les patients diabétiques traités par antidiabétiques oraux ou insuline qui peut arriver, c'est soit lié à l'infection d'ailleurs, soit lié au fluoroquinolone, et ce qui nécessite quand même chez ces patients une surveillance un peu renforcée de la glycémie ou des signes en fait d'hypoglycémie. Je crois que c'est tout. Merci beaucoup. merci beaucoup. Ce qu'on voulait rappeler dans cette histoire compilée par Christine, justement, c'est que c'est une histoire qui date pas d'hier. Surtout, regardez les dates. Là, les premiers case reports datent de 83, premières alertes de 94. Puis, entre l'agence européenne et l'agence américaine, il y a eu régulièrement des alertes, régulièrement de nouveaux effets indésirables, en tout cas rapportés jusqu'à la dernière en date, qui date du 2 juin dernier, et donc qui est une alerte européenne relayée par la NSM sur les fluoroquinolones. Je pense que ce qu'il y a à retenir de beaucoup de choses là qu'on vient de dire, il y a beaucoup d'effets secondaires potentiels, beaucoup d'interactions, des places des fois certaines dans les infections urinaires, mais pas tant que ça en tout cas en première intention et vraiment que souvent après antibiogramme. Et donc, ce qu'il y a à retenir, c'est de faire attention, de réfléchir à deux fois, de prévenir aussi le patient. Donc, l'information du patient, ça c'est demandé par la NSM, de le prévenir en cas d'apparition en fait d'éventuels effets secondaires. Dans l'alerte, il rappelle à gauche que ces antibiotiques maintenant ne doivent plus être utilisés en première intention pour les infections non sévères ou spontanément résolutives. Donc, ils en font une liste, notamment
tout ce qui est BPCO ou infection ORL. Et doit être évité aussi pour prévenir les diarrhées du voyageur ou les infections récidivantes des voies urinaires. Et donc, elles doivent être vraiment réservées plus pour les infections sévères et on doit expliquer aux patients voilà, ces effets secondaires. Sans lui faire trop peur parce qu'il ne les prendra pas et s'il a une infection sévère, Voilà. on a quand même envie qu'il les prenne. Donc, Est-ce que je peux ajouter des oui, petites bien choses? sûr, bah oui, au contraire. Oui, donc tout à l'heure dans les cas cliniques, on parlait d'électrocardiogramme. C'est vrai qu'habituellement, on n'utilise pas de la moxifloxacine de façon courante comme fluoroquinolone. Donc c'est vrai que c'est celle-ci surtout qui est cardiotoxique. Donc on ne fait pas de CG systématique avant de prescrire le quinolone. Et aussi l'aspect de l'insuffisance rénale. C'est évidemment pas une contre-indication d'utilisation des quinolones, mais sachez que le floxacine est éliminé essentiellement par voie urinaire et s'adapte dès que la clairance passe en dessous de 50. Donc, pour les personnes âgées en particulier, dès qu'on a une personne qui a 80 ans, globalement, si on prescrit de l'ofloxacine parce qu'on n'a pas d'alternative, en gros, ce sera un comprimé par jour et pas un comprimé 2 fois par jour, par exemple. Ça, c'est un point important. La ciprofloxacine s'adapte en dessous de 30 minutes, donc avec une clarence plus basse. Donc ça, c'est deux points importants. Et du coup, dans l'interrogatoire, dès que vous connaissez un facteur de risque vasculaire, donc dissection aortique, bon, c'est pas très fréquent, mais anévrisme de l'aorte ou éventuellement artérite des membres inférieurs, il faut se dire que peut-être les quinolones ne sont pas indiqués ou peuvent être en tout cas dangereux sur ce terrain-là. C'est un peu ça, chose que je voulais dire pour les questions à poser. La deuxième, c'est que souvent on utilise les quinolones en alternative aussi aux bêta-lactamines pour une allergie aux bêta-lactamines. Et donc, c'est une recommandation forte. Toute personne qui est allergique, il faut absolument vérifier cette allergie. Donc, à l'interrogatoire, et lorsqu'il y a un doute sur des personnes que vous suivez sur des années, c'est d'adresser les patients dans un centre d'allergologie pour savoir si réellement il y a une contre-indication à l'utilisation d'une bêta-lactamine. Et vous verrez que très, très fréquemment, on redécouvre les bêta-lactamines chez des patients chez qui on ne pouvait pas les utiliser depuis 15 ans parce qu'on avait un doute sur une allergie dans l'enfance. Et ces situations-là font qu'on utilise facilement des alternatives comme les quinolones avec des moins bons résultats. Ça a été assez bien montré, puis avec des effets indésirables potentiels. Donc, côté allergie, ça fait partie finalement d'un domaine très important à investiguer pour éviter d'éliminer les bêta-lactamines dans le choix des antibiotiques à donner aux patients pour tout type d'infection. Merci beaucoup. Je suis d'accord avec ce qu'a dit le docteur Laforie. Là, les antécédents d'allergie aux bêta-lactamines, ça nous plombe. Enfin, nous, on y passe du temps parce que finalement, des fois, ce ne sont pas des hypersensibilités immédiates. Et donc, il faut arriver à les documenter et éventuellement, effectivement, à faire des bilans allergologiques pour pouvoir réintroduire après, si on a le feu vert, ces bêta-lactamines de première intention. Merci beaucoup. On va juste vous donner quelques. Voilà, là, vous voyez depuis tout à l'heure une diapo. Quand vous avez une question, il ne faut vraiment pas hésiter ou un effet secondaire à le signaler, c'est important. Puis quand vous avez peut-être besoin de prescrire des quinolones, c'est peut-être une bonne chose de demander avant un référent en antibiothérapie. Nous, on a un annuaire sur notre site internet ou à côté de chez vous, vous trouverez forcément quelqu'un qui sera disponible pour répondre à votre question. Et on a plein de questions dans les deux fils de discussion auxquelles on va répondre. Alors, on va peut-être. Alors, je ne sais pas par quoi vous voulez commencer. Il y avait une question, docteur Le Belair, sur le mécanisme des effets indésirables neuropsychiques des fluoroquinolones. Elle n'est pas facile, cette question. Alors, les effets neurologiques, en fait, on pense que les fluoroquinolones, enfin, en tout cas, sont des antagonistes GABAergiques. Et donc, probablement, on aurait une stimulation du système nerveux central avec des modifications des neurotransmetteurs, la sérotonine, etc., qui ferait que ça pourrait découler de ça. Après, c'est des molécules qui diffusent très bien, hein. Donc, on retrouve encore des toxicités, des stress oxydatifs, etc. Mais en tout cas, probablement qu'il y a un lien d'antagonisme des récepteurs GABAergiques.
Merci. Est-ce que, par exemple, dans le cas de la patiente âgée, alors 88 ans, je suis d'accord, il y avait peut-être une indication à une hospitalisation. Après, dans la vraie vie, on sait bien que les hospitalisations à 88 ans chez les patients déments, c'est généralement assez délétère. Donc on essaye parfois de faire le maximum dans l'EHPAD. La question que vous posiez, le docteur Merlot, c'est est-ce que l'augmentin était possible à la place de la ceftriaxone? C'est Ça, une c'est question. probabiliste. Ou alors oui, ou En fait, il y a c'est vrai qu'en traitement probabiliste d'une infection urinaire fébrile, homme ou femme, on reste sur ces 3G au quinolone parce que les taux de résistance sont les plus bas avec ces deux molécules-là. Il se trouve que la résistance des Escherichia coli à l'augmentin, on doit être autour de 30%, voire un petit peu plus, entre 30 et 40%. Et donc, ça veut dire qu'on prend le risque de ne pas être efficace. Et c'est un risque qui peut être important dès lors que l'infection urinaire est fébrile. Vous savez qu'on a dans les prostatites aiguës, on est à peu près entre 15 et parfois 20% de bactériémie associée. La néphrite, la bactériémie est aussi assez fréquente, donc on ne peut pas utiliser l'augmentin en probabiliste. En revanche, en relais, et on va rester dans le cadre de la pyélonéphrite, toute molécule rendue sensible sur antibiogramme est utilisable. Il n'y a pas de problème de diffusion dans le parenchyme rénal. Et c'est pour ça que c'est important, si possible, de réduire le spectre de l'antibiothérapie jusqu'à utiliser, comme dans le cas clinique, par exemple, chez la personne de 88 ans dont on a eu des questions, à utiliser l'amoxicilline, qui, sur un Escherichia coli sauvage, est très efficace. Et donc, on peut faire un relais par amoxicilline la peine de rajouter de l'acide clavulanique pour faire de l'augmentin. Si l'amox marche, ça marchera. À ce moment-là, on fera un traitement au total qui est en principe de 10 jours. Donc, ça allonge peut-être un tout petit peu la durée du traitement, mais euh, on peut utiliser amoxicilline, augmentin, Bactrim, ces molécules-là qui sont des alternatives au quinolone. Une étude récente l'année dernière qui a même évalué le relais qui est paru dans Clinical Infectious Disease, le relais de traitement des pyélonéphrite par la phosphomycine péros. La phosphomycine, on fait beaucoup de travaux en ce moment qui montrent que finalement, d'une part, ça diffuse dans les reins, d'autre part, ça diffuse dans la prostate. Donc, probablement, c'est ces molécules qu'on va voir arriver de plus en plus, qui est habituellement très bien tolérée, qui est simple à prendre euh, et qui entraîne très, très peu de dégâts, d'impact écologique. Donc, c'est des choses qui vont peut-être un peu bouger. Pour les infections urinaires de l'homme, là aussi, ça va bouger. On va organiser des mises à jour des recommandations. Les dernières recommandations infections urinaires, la question était posée, c'était 2017. Euh, et je reviens sur les infections masculines après. En 2021, il y a aussi la l'HS qui a publié des recours pour la prise en charge des cystites. Et c'est vrai que dans les cystites, finalement, on a la phosphomycine en choix numéro un, une dose unique. En numéro 2, c'est le pivmécillinam. Et donc, avec les données de l'HAS de 2021, c'est un traitement de 3 jours et pas 5 jours comme on faisait avant. Donc, c'est des traitements courts. Et la phosphomycine, quand on a une cystite chez une personne qui a une infection urinaire à risque de complications, c'est plutôt en deuxième intention. Mais bon, je crois qu'il n'y a pas trop de soucis pour utiliser en première intention. Et là aussi, c'est un sachet dose unique. Avant, on disait J1, J3, J5. Bon, voilà, donc on a des traitements simples. Et pour revenir sur l'infection urinaire masculine, l'idée, ça va être probablement dans les prochaines recommandations de séparer les infections urinaires masculines avec de la fièvre. Donc, on a une prostatite aiguë où la durée du traitement ne pourra pas être en dessous de 14 jours ou 21 jours pour les personnes les plus âgées, versus une infection urinaire non fébrile de l'homme. Donc, on peut qualifier de cystite si on veut. En tout cas, l'idée, c'est de dire qu'il n'y a pas d'atteinte parenchymateuse et on pourra recommander probablement un traitement de 7 jours. Donc, les recours, ça sera l'année prochaine. Et voilà, je mets un peu au parfum de l'évolution des recommandations à venir par rapport à la prise en charge des infections urinaires de l'homme. Un peu plus de phospho, un peu moins de durée quand il n'y a pas de fièvre. Alors, il y a une question, le docteur Nibos veut nous demander ce qu'on pense de la communication de l'ANSM. Nous, en tant que CRTV, on est un organisme public et on ne peut pas dire que, enfin, en tout cas, on ne peut pas se positionner là-dessus. Mais effectivement, je la trouve assez anxiogène et c'est pas facile face aux patients. Mais après, peut-être que le docteur Lebelair a pu nous montrer justement par les chiffres ces risques d'anévrisme, peut nous dire ce qu'elle en pense. Moi, j'ai pas d'avis particulier sur la communication de la NSM, ça dépend pas de moi. Après, peut-être que
mais je ne sais pas, peut-être qu'ils trouvent que les chiffres, enfin la consommation de fluoroquinolone est toujours excessive et qu'ils veulent freiner en tant qu'autorité de santé l'alerte quand même. Enfin, la dernière alerte de l'agence européenne, c'est 2018, donc peut-être qu'ils ont des chiffres depuis 2018 qui ne baissent pas suffisamment la consommation, l'exposition ne baisse pas suffisamment et qui veulent réduire l'utilisation, enfin, et que le faire peur, c'est aussi un moyen de diminuer l'utilisation. Après, c'est un rapport bénéfice-risque, hein. Il y a des patients qui nécessiteront une fluoroquinolone, hein. Donc, c'est comme tous les médicaments donnent des effets indésirables et il faut bien évaluer le rapport bénéfice-risque. Si c'est utilisé dans une bonne indication, voilà, mais voilà, c'est mon avis. Je pense quand même qu'en médecine, on est aussi régulièrement confronté à des molécules avec des effets secondaires ou complexes à prendre parce qu'intraveineux, être hospitalisé, autre, où on se retrouve dans une situation de devoir expliquer et convaincre le patient d'avoir un traitement pas forcément toujours simple à prendre. Voilà, c'est aussi Mm. peut-être la place de ces antibiotiques qui, dans l'inconscient commun, va passer de traitements simples à des traitements, en effet, il y a un bénéfice-risque. Après, je veux juste ajouter, moi, je suis assez d'accord sur bon, sur la problématique. On est tous d'accord, et depuis très longtemps en infectiologie, qu'il faut éviter au maximum d'utiliser les fluoroquinolones lorsqu'on peut utiliser d'autres antibiotiques pour les raisons qu'on a vues aujourd'hui. Donc, je pense que ça, c'est un message qui reste vrai. Le, le, le- on a un peu un surgissement là d'une alerte un peu rouge qui vient effectivement de façon assez brutale et qui est, je pense, vraiment liée au fait qu'il y a un groupe de patients qui se sont montés en association, qui ont porté plainte. Donc, malheureusement, c'est ça qui a drivé, je pense, cette alerte. Et ça, c'est problématique parce que c'est pas une super façon de résoudre le problème. On doit être capable d'expliquer à nos patients pourquoi on choisit ce traitement, antibiotique ou autre, quels sont les effets attendus bénéfiques, secondaires potentiels. C'est vrai que l'agence du médicament se pose la question de faire remplir quand même, je vous le dis, une fiche au patient pour qu'il s'engage à prendre le traitement en connaissance de cause de tous ces effets indésirables. Alors après, si on peut faire la même chose avec le Bactrim, avec les autres antibiotiques et autres molécules, ça va être compliqué. Donc, je suis d'accord que je trouve que bon, c'est un peu brutal et je suis pas sûr que c'est la meilleure façon de faire parce qu'on va avoir un mal fou à prescrire l'ensemble d'autres traitements dès lors qu'on le fait de cette façon-là. Après, je pense que c'est important, nous, en tant que professionnels, tous réunis ici, que on ait conscience que les quinolones, c'est un spectre très large, c'est des antibiotiques qui diffusent très bien, donc une vraie utilité dans un cadre bien précis, mais qu'on doit préserver d'une part leur efficacité et d'autre part empêcher leur toxicité quand on a des traitements alternatifs. Donc le message aujourd'hui, c'est quand même celui-ci. Après, ça va être un peu parasité par le message de la MSM. J'espère qu'il ne sera pas trop intrusif. Donc, on discute beaucoup avec eux à la Société d'infectieux, voilà, pour avancer sur un sujet qui est un peu délicat. Dès que c'est du médico-judiciaire, évidemment, ça pose des soucis. Ok, merci Souvent, beaucoup. les communications, excusez-moi, Je juste, vous en souvent les prie. communications, en fait, c'est effectivement de la réponse à des problèmes médico-légaux, en fait. Donc, ça paraît comme ça, enfin, des fois un peu incongru, mais c'est souvent de la réponse pour des choses connues à des problèmes médico-légaux. Merci beaucoup. Donc, il est presque 14 heures. On lance un dernier sondage pour savoir si l'horaire du webinaire vous convient. Est-ce que 13-14 ou 19-20? Parce que pour nous, c'est important de pouvoir s'adapter à ce qui est le mieux pour vous. Ça, et puis je me permets, alors, il y avait une question, oui, une dernière question, le triathlon. Qu'est-ce qu'il fallait dire à ce patient? En vrai, alors pour vous raconter l'histoire, hein, c'était pas quelqu'un qui revenait de voyage, mais quelqu'un qui avait eu des quinolones, qui avait juste pris un comprimé, enfin bref, voilà, il a fait son triathlon le week-end d'après et ça s'est très bien passé. Mais en vrai, qu'est-ce qu'il fallait dire à ce patient? Voilà, c'est compliqué. En fait, je pense que l'effort sportif n'est pas une contre-indication lorsqu'on a pris des quinolones. Je pense qu'il faut que les gens sachent que si ce traitement est donné, que le risque de tendinopathie existe, et on l'a vu de façon essentiellement dans le premier mois, mais un peu plus que ça. Et donc, c'est surtout alerter sur les signes en cas de douleur tendineuse. Bon, ben, on imagine que quelqu'un qui fait du triathlon connaît un peu ces signes-là de toute façon. Donc d'arrêter, en tout cas, de faire des efforts s'il y a le moindre doute ou la moindre sensibilité tendineuse. Mais je ne crois pas que ça représente une contre-indication
De toute façon, s'il fait du triathlon, il ira quand même le faire, même si je lui dis de ne pas le faire. Mais bon. Exactement. Ok. Et nous, au niveau du CRATV, on vous propose, vous pouvez déjà noter la date de notre prochain webinaire qui sera le 5 octobre. Apparemment, ça sera 13-14 vu les votes, mais bon, on changera peut-être aussi. Sur notre site internet, il y aura le replay du webinaire d'aujourd'hui. Et n'hésitez pas, je sais qu'il y a quelques questions là, de Marc auxquelles on n'a pas pu répondre. Mais en tout cas, on va peut-être essayer d'y répondre en off. Ouais, par mail. Vous pouvez nous envoyer un mail. Il y a pas notre mail là-dessus, mais sur notre site internet, il y a un formulaire de contact. Non. Ou sinon, voilà, il y a tout, il y a nos coordonnées sur le site internet du CRATB Île-de-France. Merci beaucoup et puis bonne après-midi. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.